J'étais censé prendre un vol pour Seattle, en route vers le chalet de mon frère dans les montagnes pour Thanksgiving. Mes bagages avaient été enregistrés, le billet serré dans ma paume. Pourtant, alors que j'approchais de la zone de stationnement longue durée, quelque chose me figea sur place. J'avais laissé derrière moi le document authentique, le testament d'Henri, la version originale, pas le duplicata que je gardais dans mon classeur. J'ai fait demi-tour, pensant à une récupération rapide de 5 minutes. Au lieu de cela, j'ai découvert quelque chose qu'aucun parent ne devrait voir. Pas dans ses propres murs. Pas de la part de son unique enfant. L'entrée chuchota quand elle s'ouvrit. Je suis restée silencieuse. L'atmosphère semblait immobile, anormalement immobile. Mon porte-clés pesait lourd dans ma main, mais j'ai résisté à l'envie de les placer dans leur bol en céramique habituel. Quelque chose dans ma poitrine s'est figé. Je me suis dirigée dans le couloir, mais pas étouffée contre le parquet. Des voix dérivaient du bureau feutré, calculées, précises. Je me suis pressée contre l'encadrement de la porte, dos au mur, souffle retenu. Si elle présente des symptômes, nous pouvons construire notre argument, vint un ton familier. Marcus. Elle a 79 ans, répondit une autre voix. Avec une documentation appropriée, le déclin cognitif devient simple à établir. Brennan. C'était l'avocat que Marcus avait présenté après le décès d'Henri, soi-disant pour aider avec les affaires successorales de papa. Mon pouls martelait lentement, lourdement. Bien que je ne puisse pas les observer, je sentais le poids de leur discussion. Ils planifiaient des procédures de tutelle. Contre moi. Marcus continua. J'ai commencé à documenter les incidents. Elle égare des objets, répète des conversations. La préparation fiscale de l'année dernière a été presque négligée. Je voulais surgir, le confronter directement, mais au lieu de cela, je me suis retiré prudemment. Les planchers ne devaient pas trahir ma présence. Dehors, la chaleur de fin d'après-midi était agréable, mais tout en moi s'était refroidi. Je suis retourné à mon véhicule et j'y suis resté, regardant à travers le pare-brise, les clés immobiles dans ma main. La femme qui l'avait élevé, qui avait travaillé des quarts de nuit en gestion des archives pour qu'il puisse fréquenter l'université sans dette, était maintenant évaluée comme une pièce à conviction dans un dossier juridique. J'ai pressé mes lèvres ensemble, pas de rage, mais d'incrédulité pure. Ce moment marqua un changement fondamental en moi. Pas une fracture complète, pas encore. Mais la chaleur dans mon cœur, ce qui en restait, commençait à se dissiper. L'aspect le plus dévastateur n'était pas ce que j'avais entendu. C'était de reconnaître combien de temps j'avais ignoré ce que je soupçonnais déjà. Si vous avez vu votre propre enfant se transformer en étranger dans votre propre maison, vous comprendrez ce que je veux dire. C'est alors que j'ai cessé d'être principalement une mère et que j'ai commencé à évoluer vers quelque chose d'entièrement différent. Je ne suis jamais retournée au terminal. Je n'ai jamais contacté mon frère. J'ai simplement continué à conduire. Ma prise restait ferme sur le volant, bien que mes pensées vagabondent ailleurs. J'ai contourné l'entrée de l'autoroute et laissé l'intuition me guider à travers des quartiers oubliés que je n'avais pas visités depuis des années. Finalement, je me suis retrouvée garée devant une pâtisserie nichée entre une laverie automatique et un salon de coiffure patiné. L'auvent était récent, mais l'arôme qui s'échappait par l'entrée restait identique: vanille, margarine, noisettes grillées. C'était là qu'Henri m'amenait chaque dimanche, peu importe le temps, pendant notre résidence dans un modeste appartement près d'Elm Avenue, quand Marcus était encore un enfant avec des tibias bandés et une imagination débordante de création. Je suis entrée. Le comptoir de service avait été modernisé vers quelque chose de moderne et poli, mais les sièges restaient éclectiques, chaque table ornée d'un petit bouquet. J'ai demandé un café et choisi le siège près de la fenêtre. Mes doigts se sont enroulés autour de la tasse, cherchant la chaleur, quelque chose pour m'ancrer. Mon regard errait sur le trottoir. Les piétons se pressaient en vestes épaisses, tête baissée, se déplaçant avec détermination. Je me rappelais Henri parcourant les journaux à cette même table pendant que Marcus construisait des structures élaborées avec des sachets d'édulcorants. Il s'enquérait de tout pont, locomotive, mécanique des ascenseurs. Il désirait plus que de simples explications. Il avait soif de plans détaillés. Et je les lui fournissais. Je récupérais des volumes de la bibliothèque publique, soulignant des passages avec des marques au crayon. Je l'inscrivais dans des ateliers d'ingénierie avant même qu'il ne les demande. Il possédait la curiosité, pas le droit du moins pendant ces années. Quelque part entre ce garçon inquisiteur et l'homme que j'ai rencontré ce matin, une transformation s'est produite. Pas instantanément, pas dramatiquement,
comme une casserole oubliée sur le brûleur. La pression s'est construite silencieusement, puis a éclaté jusqu'à ce que toute la cuisine se remplisse de vapeur. Je me souvenais quand il avait insisté pour gérer les affaires d'Henri, prétendant que la responsabilité dépassait mes capacités. Quand il avait remplacé notre conseiller financier de longue date par une société que je n'avais jamais rencontrée. Quand il avait organisé des paiements automatiques pour mes taxes municipales sans consultation. J'avais observé les signes avant-coureurs, pourtant j'avais accordé le bénéfice du doute. La foi d'une mère fatiguée, l'optimisme d'une veuve. Maintenant, tout se réorganisait, comme des fragments de puzzle qui avaient été forcés dans de mauvaises positions. Soudain, l'image devenait claire. J'ai quitté la pâtisserie après avoir consommé la moitié du café. La saveur persistait, amère sur mon palais, pas du breuvage, mais du souvenir. Dehors, le ciel s'était assombri. J'ai attaché mon manteau jusqu'à la gorge et je suis restée immobile brièvement. Je n'étais pas prête à rentrer chez moi. Pas par peur, mais parce que j'avais besoin de me souvenir qui j'avais été avant de permettre aux autres de me définir. Ce détour silencieux marquait le commencement. La zone de stationnement derrière la bibliothèque publique était presque vacante quand je suis arrivée. La fin d'après-midi s'était installée, le ciel transition vers le gris sourd de l'hiver approchant. J'ai choisi le même espace que j'avais favorisé pendant mon emploi là-bas. Mémoire musculaire, habitudes ancrées. Je suis restée assise momentanément, observant les membres de l'érable massif près de l'entrée arrière danser doucement dans la brise. À l'intérieur, tout semblait plus silencieux que dans mes souvenirs. La moquette avait été rafraîchie, les bureaux de circulation modernisés, pourtant la fragrance demeurait inchangée. Papier, poussière et bois vieilli, un parfum qui me faisait toujours sentir sereine, compétente, complète. J'ai marché directement devant les collections de romans et vers l'arrière, me dirigeant vers la salle des archives. Elle était restée largement inaltérée. Classeurs identiques et imposants, même luminaires fluorescents beige qui bégayaient si on les fixait trop longtemps. J'ai salué la jeune employée au poste de travail et demandé l'accès à un document que j'avais jadis catalogué, une copie du testament de mon mari. Elle n'a pas questionné ma demande, a simplement poussé un formulaire d'enregistrement vers l'avant et m'a dirigé vers l'espace de travail du coin. J'ai localisé le dossier sans difficulté. Mes mains comprenaient encore où chercher. Le classeur était substantiel, non pas à cause du testament lui-même, mais à cause des annotations d'Henri. Il avait toujours tout marqué, marge remplie de symboles, dates, abréviations dans son écriture précise. Cela lui faisait sens, et au fil des années, cela avait commencé à me faire sens aussi. J'ai arrangé les pages méthodiquement, examinant chaque ligne. Le testament restait intact. Rien d'altéré. Cependant, ce qui a captivé mon attention étaient les notes adhésives qu'il avait placées dans le classeur. Une lisait « Margaret. Si tu te sens jamais incertaine, la réponse est toujours dans les chiffres. » Je me suis tournée vers la page finale. Il y avait un diagramme, une ventilation des actifs, propriétés, investissements, valeurs mobilières. À côté de chaque entrée, une notation « M à conserver » ou « M ou neveu si qualifié retenue légale jusqu'à révision indépendante ». Pas « neveu à gérer ». Pas « accès complet pour le fil ». Henri avait été précis. Il m'avait fait confiance. J'ai senti la chaleur monter dans ma poitrine. Pas de colère, mais de reconnaissance, de mémoire, de la sensation de finalement glisser de retour dans ma propre identité. J'ai récupéré un bloc-notes de mon sac et commencé à créer une liste. Premièrement, copie. Deuxièmement, conseil juridique. Troisièmement, audit des modifications de comptes récentes. J'ai souligné chaque élément avec une pression lente et délibérée. Au moment où j'ai émergé de la bibliothèque, le soleil avait disparu sous les lignes de toit. Le ciel s'était transformé en bleu marine doux. L'air vif ne me dérangeait pas. J'ai marché vers la voiture avec détermination. Mon souffle formait des nuages devant moi. Et pour la première fois en semaine, je ne me sentais pas âgée. Je ne me sentais pas confuse. Je ne me sentais pas comme quelqu'un étant supervisé. Je me sentais comme Margaret Foster, la femme qui organisait jadis des collections rares, qui pouvait réciter les règlements de mémoire, qui avait une fois découvert une correspondance de la guerre civile égarée derrière un classeur endommagé, et qui allait maintenant retrouver son chemin à travers ceci, un document à la fois. Ce matin-là, je me suis déplacée délibérément, non pas parce que mon corps protestait, mais parce que j'avais besoin que la charade paraisse authentique. J'ai dissimulé un petit dispositif d'enregistrement dans la doublure de ma veste.
C'était un que j'avais utilisé pendant les entrevues de recherche à la bibliothèque à peine de la taille d'un pouce, avec un clic doux pour commencer l'enregistrement. J'ai assuré que le voyant lumineux clignote une fois, puis disparaisse dans la laine. J'ai laissé l'entrée non verrouillée. Le soleil s'était levé juste assez pour projeter des ombres sur le plancher de cuisine. J'ai éteint l'éclairage au plafond, permettant à l'illumination naturelle de créer son ambiance silencieuse. J'ai préparé du thé, renversant délibérément une petite quantité sur le comptoir, puis laissé la bouilloire légèrement de travers désordre subtil, le genre qui pourrait être pris pour de la distraction. À 10h30, Marcus est arrivé. Je ne l'avais pas invité. Il téléphonait rarement avant d'apparaître ces jours-ci. Il est entré portant un sac d'épicerie et arborant cette expression soigneuse qu'il employait quand il voulait quelque chose. Je me suis assise à la table de cuisine dans ma robe de chambre, un mot croisé à moitié terminé devant moi, un stylo sans capuchon. J'ai levé les yeux lentement. Il a embrassé mon front et fait remarquer combien la maison semblait froide. J'ai hoché la tête, mentionnant que j'avais dû oublier le thermostat encore. Il a posé le sac et en a extrait un contenant de ragoût, un pain croûté et un paquet de biscuits. La performance commençait. Il s'est enquis de la qualité de mon sommeil. J'ai répondu que je n'étais pas certaine, puis j'ai changé de sujet à mi-phrase. J'ai permis à mes mains de tâtonner légèrement avec l'ustensile. Quand il a offert de réchauffer le ragoût, j'ai souri et accepté comme s'il accomplissait une gentillesse. Marcus naviguait la cuisine comme quelqu'un conduisant une évaluation. Ses yeux inspectaient le calendrier, les médicaments près de l'évier, la correspondance non ouverte. Il a commenté une lettre de la compagnie d'assurance médicale. J'ai mentionné que je n'avais pas réussi à l'ouvrir encore. Il a offert de la réviser pour moi. J'ai prétendu ne pas entendre. Après notre repas, il s'est appuyé contre l'encadrement de porte et m'a étudié pendant un moment prolongé. Puis il a dit quelque chose qui confirmait ce que je soupçonnais déjà. Il m'a dit qu'il avait investigué des établissements de soins juste des options. Des endroits avec des cours, des activités thérapeutiques, du personnel formé en assistance mémoire. Il parlait doucement, comme si c'était quelque chose de compatissant. J'ai cligné, puis souri faiblement, disant que ce serait peut-être agréable d'avoir quelqu'un d'autre s'occuper de la cuisine. Puis je lui ai demandé quel jour nous étions. Il semblait satisfait. Pendant qu'il débarrassait la vaisselle, je me suis assise silencieusement, regardant par la fenêtre. L'enregistreur avait fonctionné tout le temps. Chaque mot, chaque pause, chaque gentillesse calculée. Après son départ, j'ai sécurisé la porte et me suis installée dans le bureau. J'ai retiré la veste et placé l'enregistreur doucement sur le bureau. Mes mains restaient stables. En silence, j'ai rejoué le moment dans ma tête. Pas de colère, mais de précision. Parce que maintenant je possède quelque chose au-delà de la mémoire. J'avais des preuves, et le silence, jadis insupportable, est devenu mon plus grand allié. Le matin suivant, j'ai récupéré les anciennes informations de contact de Caroline dans un carnet d'adresses patiné coincé derrière ma collection de recettes. Je ne lui avais pas parlé depuis des années. Non pas parce que nous nous étions éloignés, mais parce que l'existence s'était contractée après la mort d'Henri. Nous avions collaboré pendant 18 ans à la Bibliothèque d'État. Elle était astucieuse, toujours en avance d'une étape, et possédait cette capacité d'identifier les faiblesses dans une stratégie avant qu'elle ne s'effondre. J'ai appelé et laissé un message. Ma voix restait calme, directe. J'ai expliqué que j'avais besoin d'un esprit juridique en qui je pouvais avoir confiance, et que la question était personnelle. Dans l'heure, elle a répondu par texto. Elle serait à ma résidence à 16h. Quand elle est arrivée, sa présence commandait la pièce sans l'accabler. Elle portait un manteau de laine anthracite, cheveux sécurisés dans un chignon net. Elle ressemblait à elle-même ancrée, pas de bavardage, pas de plaisanterie forcée. Nous nous sommes assises à la table de cuisine. J'ai versé du thé à la menthe poivrée dans des tasses dépareillées. J'ai glissé l'enregistreur et un dossier vers elle. Pas d'explication, juste le silence. Elle a complètement écouté l'enregistrement. Son expression restait inchangée. Quand cela s'est terminé, elle m'a regardé et a dit « Nous allons résoudre ceci ». Elle a ouvert son ordinateur portable. Ses doigts se déplaçaient rapidement. Elle s'est enquise de ma procuration existante et si elle avait été modifiée depuis le décès d'Henri. J'ai dit non. Elle a hoché la tête. D'abord, nous évoquerons l'autorité de Marcus. Ensuite, nous rédigeons un nouveau testament, désignons un exécuteur de confiance, et notifions l'état des changements.
Tout serait documenté et horodaté. Elle a demandé si je maintenais des sauvegardes numériques. J'ai dit non. Elle m'a dit que nous aborderons cela aussi. Au cours de l'heure suivante, elle a esquissé une stratégie. C'était propre, silencieux, légal. Tout ce que Marcus avait supposé que j'avais oublié. J'étais sur le point de le réécrire. Caroline était précise mais jamais froide. Elle n'était pas surprise. Elle avait été témoin de ceci auparavant. Pas nécessairement avec des enfants, mais avec ceux qui croyaient que l'accès signifiait propriété. Nous avons déménagé vers le salon. Elle a scanné des copies du testament annoté d'Henri. Elle m'a aidé à établir un stockage cloud crypté. Elle a même créé un dossier dédié intitulé « Margaret Légal Privé ». Elle a expliqué comment mettre à jour les entrées, où stocker les dossiers médicaux, et quelle version préserver. Avant de partir, elle a placé une seule feuille devant moi. C'était une révocation formelle de procuration. Mon nom, son nom, la date. J'ai signé. Elle a glissé le papier dans sa mallette. Ses derniers mots étaient simples. C'est la première étape. Après son départ, je me suis assise près de la fenêtre, observant les branches nues du cerisier se balancer dans le vent. La maison était encore silencieuse. Mais cette fois, ce n'était pas un silence vide. C'était le son de quelque chose de solide étant reconstruit. Une décision à la fois, un document à la fois, une version de moi-même à la fois. Et je n'étais plus seule. Les jours qui ont suivi se sont déroulés avec une précision silencieuse. Caroline m'avait fourni une liste de vérifications, mais dès le deuxième matin, je n'avais plus besoin de la référencer. Le rythme de me protéger s'est installé en routine, le genre d'ordre que je n'avais pas expérimenté depuis les premières années d'archivage, quand chaque document racontait sa propre histoire et mon travail était simplement de la préserver. J'ai commencé avec mes dossiers médicaux. J'ai programmé un rendez-vous avec Dr Reynolds, le même médecin que j'avais vu pendant plus d'une décennie. Pendant la visite, j'ai demandé une évaluation cognitive non pas parce que j'entretenais des doutes, mais parce que je voulais que ce soit documenté. Dr Reynolds ne m'a pas questionné. Il a administré l'évaluation, vérifié mes réflexes, révisé mon dossier, puis m'a remis une lettre signée, cognitivement saine, aucun signe de déficience. Je l'ai pliée soigneusement et glissée dans le dossier que je portais maintenant dans mon sac. De retour à la maison, j'ai rassemblé tout ce que je pouvais trouver qui confirmait ma clarté mentale. Reçu d'épicerie, relevé bancaire avec des notes manuscrites dans les marges, courriel imprimé des 2 dernières années. J'ai fait des listes. J'ai daté chaque page. Je les ai organisées en catégories, légales, médicales, personnelles. J'ai étiqueté les dossiers de la même manière que j'étiquette les collections historiques. Clair, cohérent, irréfutable. J'ai scanné chaque page dans mon nouveau stockage cloud. Caroline m'avait expliqué 2 fois, et maintenant je pouvais le faire les yeux fermés. J'ai utilisé un scanner qu'elle m'avait prêté petit mais efficace. Chaque fichier est sauvegardé avec un horodatage. Chaque document, une petite brique dans le mur que je construisais entre moi et la personne que Marcus pensait que j'étais devenue. Dans le fond de mon placard, derrière de vieux manteaux d'hiver et une valise inutilisée, j'ai trouvé une boîte étiquetée Henri d'hiver. À l'intérieur se trouvaient des lettres. La plupart étaient des notes de leurs premières années de mariage, pleines de choses banales, listes d'épicerie, rappels rapides, petits cœurs dessinés à côté de son nom. Mais une se démarque. C'était une seule page, écrite à la main dans son écriture audacieuse, datée de 12 ans auparavant. Pas d'enveloppe, juste pliée en 4 et coincée entre 2 brochures de voyage. Elle lisait « Si le jour vient où notre neveu te fait douter de toi-même, fais confiance à ton instinct. Tu as toujours vu plus clair que tu ne le crois. » Je me suis assise sur le bord du lit avec la lettre sur mes genoux. La maison était silencieuse. Mon cœur battait stable. Le vent dehors s'est intensifié, brossant contre les fenêtres comme des doigts. Henri avait su. Pas les détails, mais la possibilité. Il avait vu quelque chose que je n'étais pas prête à voir alors. J'étais prête maintenant. Cette nuit-là, j'ai tout sauvegardé. J'ai envoyé des copies à Caroline et stocké une clé USB dans le coffre de sécurité. J'ai ajouté une note finale à mon journal. Il n'y a pas de surpréparation quand quelqu'un essaie de t'effacer. Et j'ai dormi sans allumer la lumière du couloir. Pour la première fois en semaine, je ne me suis pas réveillée pour vérifier les serrures. J'avais fait le travail, et je ne jouais plus en défense. Je documentais ma survie, de ma propre écriture, en temps réel. Il est apparu un jeudi. Je n'avais pas entendu le véhicule approcher, mais la sonnette a tinté juste après midi.
J'ai pris une inspiration lente et marché vers l'entrée sans me presser. Quand j'ai ouvert, Marcus se tenait là tenant un sac en papier dans une main et un petit bouquet de jonquilles d'épicerie dans l'autre. Il souriait avec cette même expression douce qu'il avait l'habitude de porter après avoir été découvert en train de chaparder des friandises avant le dîner. J'ai reculé et l'ai admis sans un mot. Les jonquilles étaient blanches. Je l'ai remercié et les ai arrangées dans le vieux vase bleu sur la table de la salle à manger. Il a commenté combien la maison semblait paisible et a dit qu'elle paraissait tranquille. J'ai acquiescé. Il a déballé le sac dans la cuisine sans demander. Un contenant de soupe au poulet, un pain croûté, une barre de chocolat. J'ai offert de réchauffer la soupe, mais il m'a fait signe que non et s'en est occupé lui-même. Il se déplaçait dans la cuisine comme s'il en était propriétaire, il l'avait toujours fait. Nous nous sommes assis à table. Il m'a demandé comment je me reposais. Je lui ai dit que certaines nuits étaient meilleures que d'autres. Il a hoché la tête et demandé si j'avais considéré embaucher quelqu'un pour visiter 1 ou 2 fois par semaine. J'ai dit que ce ne serait peut-être pas une terrible idée. J'ai laissé ma cuillère planer dans le bouillon. Mes mains bougeaient plus lentement qu'habituellement. Il m'observait attentivement, comme quelqu'un qui regarde une jauge qu'il vient d'ajuster. Puis il a commencé à discuter d'endroits qu'il avait recherchés. Communauté de vie pour seniors avec programme de bien-être, sentier de marche, appartement privé. Il parlait doucement, comme si c'était simplement une suggestion. Il a dit que je méritais le repos, que ce n'était pas sûr d'être isolé trop fréquemment. J'ai regardé vers le bas, passé mes doigts le long du bord de la serviette, et dit que je considérerais. Son visage s'est adouci, peut-être même avec soulagement. Quand il a offert de me conduire visiter l'une des installations la semaine prochaine, j'ai souri encore et dit « peut-être ». Puis je lui ai demandé de me rappeler quel jour nous étions. Il me l'a dit, et j'ai hoché la tête comme si j'avais oublié. J'ai laissé la pause s'étendre entre nous. Il est resté encore 30 minutes, à marcher dans le couloir comme s'il inspectait pour des choses que j'aurais pu négliger, à pointer une ampoule qui clignotait dans la buanderie, à mentionner que les marches d'entrée semblaient instables. J'ai pris note de tout ce qu'il remarquait. Avant de partir, il a touché mon épaule doucement et a dit qu'il voulait juste ce qu'il y avait de mieux pour moi. J'ai placé ma main sur la sienne et dit que je comprenais. Dès que la porte s'est fermée derrière lui, j'ai marché vers la fenêtre arrière et l'ai regardé s'asseoir dans sa voiture. Il y est resté un moment, tapant quelque chose dans son téléphone. Ses lèvres bougeaient légèrement comme s'il répétait. Je me suis tournée et dirigée vers le bureau. Le petit enregistreur dans la bibliothèque avait fonctionné depuis le moment où il était arrivé. Chaque phrase, chaque suggestion, chaque mot soigné était maintenant archivé. Plus tard ce soir-là, j'ai téléchargé le fichier, l'ai étiqueté « Visite Marcus Discussion Résidence Senior ». La performance était presque parfaite, mais l'enregistrement l'était aussi. Le matin après la visite de Marcus, j'ai réarrangé le salon non pas parce qu'il en avait besoin, mais parce que je voulais créer de l'espace sous la table d'appoint pour un second dispositif d'enregistrement. Le placement importait. Il avait souvent l'habitude de marcher près de la fenêtre quand il était anxieux. J'ai testé l'angle, la portée, me suis assuré que le microphone capturait toute conversation sur le porche aussi. J'ai laissé la porte d'entrée verrouillée, encore un geste d'ouverture, de vulnérabilité. Puis je me suis déplacé lentement dans la cuisine, plaçant délibérément de petits signaux d'oubli. J'ai laissé le réfrigérateur légèrement entrouvert, mis la tasse à mesurer dans l'évier au lieu du placard. Quand je suis passé devant le miroir du couloir, j'ai ébouriffé mes cheveux juste assez pour paraître comme si je n'avais pas remarqué. À 10h50, sa voiture s'est garée encore. Il a monté les marches en fredonnant quelque chose. Je suis sorti sur le porche avec un chandail serré autour de mes épaules et ai demandé ce qu'il amenait de retour. Il a dit qu'il était dans le quartier, juste pour vérifier. Il m'a tendu un nouveau paquet du centre de soins qu'il avait mentionné avant. Je l'ai tenu à 2 mains, laissant mes doigts trembler juste un peu. Je ne l'ai pas ouvert tout de suite. Au lieu de cela, je me suis assise sur la balançoire du porche et lui ai demandé quelle heure il était. Il a souri, répondu doucement, et s'est assis à côté de moi. J'ai jeté un coup d'œil vers le dossier et chuchoté que les photos semblaient jolies. Il s'est penché, décrivant les sentiers de marche et la salle d'activité comme s'il vendait une destination de vacances. Puis il a abordé la paperasserie, a dit qu'il avait parlé à quelqu'un nommé Brennan, un conseiller juridique en qui il avait confiance, que Brennan pouvait aider à déposer les documents nécessaires. Il a dit qu'il voulait tout mettre en place pour qu'il n'y ait pas de confusion si quelque chose arrivait. J'ai hoché lentement, gardé mes yeux sur la rue. Il s'est éloigné pour prendre un appel téléphonique. J'ai entendu sa voix dériver par la fenêtre ouverte.
Il parlait clairement mais pas fort. Le nom de Brennan est revenu, avec des phrases comme « révision expédiée » et « compétences mentales ». Il a mentionné la semaine prochaine. Il a dit que j'étais presque prête. Je suis restée immobile, pas raide, pas rigide, juste silencieuse. Le microphone du Porsche a capté chaque mot. Quand il est revenu, il m'a apporté une tasse de thé. Je l'ai remercié, et demandé si nous avions parlé de ceci la dernière fois. Il a souri comme s'il était fier que je me souvienne. Puis il a demandé si je voulais visiter le centre samedi. J'ai dit que j'y penserais. J'ai pris une gorgée du thé, l'ai laissé s'attarder sur ma langue, et dit que la saveur me rappelait quelque chose qu'Henri avait l'habitude de faire. Il n'a pas répondu, a juste hoché et dit qu'il m'appellerait demain. Après son départ, je suis retournée à l'intérieur et soigneusement déconnecté le microphone sous le rebord du Porsche. J'ai téléchargé le nouveau fichier dans le dossier d'archives et l'ai étiqueté clairement. Plus tard ce soir-là, Caroline est venue. Elle a apporté sa tablette, et nous avons tout transféré vers 2 sauvegardes cryptées. Je lui ai montré les notes que Marcus avait laissées dans la brochure du centre de soins. Il avait encerclé une ligne dans la politique d'admission. Transfert de procuration médicale conditionnelle aux besoins observés. Elle m'a regardé, puis m'a tendu un dossier à elle. À l'intérieur se trouvait un affidavit juré confirmant ma capacité légale et médicale actuelle, signé par Dr Reynolds et 2 notaires. Le jeu avait changé. Marcus croyait qu'il se rapprochait, mais je documentais déjà chacun de ses mouvements. Et pour la première fois depuis longtemps, je sentais que je ne survivais pas seulement, je me préparais à être vue. 5 jours après la dernière visite de Marcus, Caroline a soumis la réponse formelle au bureau de Brennan. L'enveloppe était épaisse de documentation, l'affidavit de capacité mentale, la procuration nouvellement notariée, le testament mis à jour, et un avis écrit déclarant toutes les autorisations antérieures nulles. Tout était enregistré, horodaté, et signé en double exemplaire. Ce n'était pas une déclaration de guerre. C'était un bouclier. Elle ne l'a pas envoyé par courriel. Elle a livré en personne, une visite silencieuse au complexe juridique du centre-ville où le cabinet de Brennan maintenait un bureau au 3e étage au-dessus d'une pharmacie. Elle l'a laissé avec la réceptionniste, demandant seulement qu'il soit placé directement dans ses mains. Puis elle est repartie. Ce soir-là, elle m'a appelé. Sa voix était calme, mais il y avait quelque chose d'indéchiffrable en dessous. Elle a dit que Brennan l'avait appelé personnellement peu après avoir reçu le dossier, non pas pour argumenter, ni même pour défendre sa position. Il a dit quelque chose d'étrange, qu'il avait tout révisé soigneusement et qu'il se retirait de la situation. Puis, sans encouragement, il a ajouté que Henri lui avait jadis rendu service pendant une période où peu d'autres l'auraient fait. Ce n'était pas un aveu, mais c'était suffisant pour laisser une fissure dans le mur que Marcus avait construit. Je me suis assise avec cet appel, le rejouant dans ma tête. J'ai ressorti la note manuscrite d'Henri, celle de la vieille boîte. J'ai tracé la dernière ligne avec mon pouce. Le jour suivant, j'ai reçu une lettre par coursier. Ce n'était pas de Marcus. C'était de Brennan. Un bref message, tapé sur papier à en-tête du cabinet. Il déclarait qu'il ne serait plus impliqué dans aucune affaire juridique concernant ma succession. Joint était un dossier imprimé de tous les documents déposés en mon nom dans les 8 derniers mois, incluant ceux que Marcus avait initiés. La trace papier était minutieuse: date, journaux numériques, ébauche proposée, courriel. J'ai passé l'après-midi à lire chaque ligne. Il y avait des phrases que je reconnaissais des conversations avec Marcus, des phrases répétées mot pour mot. Ce qu'il m'avait dit pendant le souper était apparu dans un projet de déclaration de préoccupation attaché à une proposition de tutelle. Il y avait même des pages de modèles pour futurs affidavits, conçus pour être remplis par des voisins ou amis concernant des problèmes de mémoire observés. Il avait préparé un dossier en silence. Et maintenant j'ai son manuel de stratégie. J'ai appelé Caroline. Nous nous sommes entendus sur la prochaine étape. Elle préparait une brève déclaration d'intention à soumettre si toute motion juridique supplémentaire apparaissait du côté de Marcus, un avertissement, pas une menace. Toute tentative de contourner mes droits serait considérée comme dépassement juridique et coercition envers les aînés. Cela serait inscrit au dossier. Cette nuit-là, j'ai placé la lettre de Brennan à côté de la note d'Henri dans le tiroir de ma table de chevet. 2 hommes, un qui avait essayé de l'effacer silencieusement, et un qui avait laissé juste assez de lumière pour que je retrouve mon chemin. Je ne me sentais pas triomphante. Je me sentais stable, comme si j'avais finalement quitté un schéma d'attente et entré dans un air clair. Le silence dans la maison ne me pressait plus. Il se tenait à côté de moi, fort, attendant.
Marcus est arrivé sans avertissement. Pas d'appel, pas de message, juste le craquement des pneus sur le gravier et le grincement lent du portillon d'entrée. J'avais attendu ceci. La lettre de Brennan avait changé quelque chose, et je savais qu'il n'attendait pas longtemps pour réaffirmer le contrôle. J'ai regardé par la fenêtre alors qu'il remontait l'allée avec un dossier sous le bras. Son rythme était mesuré, mais ses épaules étaient tendues. Le masque de préoccupation était encore là, mais plus mince maintenant, étiré sur quelque chose de plus tranchant. Quand j'ai ouvert la porte, je ne l'ai pas accueilli avec surprise. J'ai simplement reculé et l'ai invité à entrer. Il m'a suivi dans la cuisine, commentant l'odeur de cannelle. J'avais réchauffé du cidre de pomme sur la cuisinière, laissé le parfum remplir la maison intentionnellement. Il ne s'est pas assis. Il a placé le dossier sur la table et est resté debout, comme s'il attendait un signal. J'ai versé 2 tasses. Je lui en ai tendu une et ai pris mon siège en face de lui. L'espace entre nous était propre, presque cérémoniel. Il a commencé doucement, mentionnant que Brennan s'était retiré de façon inattendue et que cela laissait les choses dans une place peu claire. J'ai hoché la tête. Il a dit qu'il avait des préoccupations concernant certaines paperasseries changées sans sa connaissance. J'ai pris une gorgée de cidre. Puis j'ai tendu la main vers le tiroir à côté de moi et sorti une petite pile de papier. C'étaient des copies propres non confrontantes, juste des faits. La nouvelle procuration, le testament mis à jour, la déclaration de Dr Reynolds, l'affidavit notarié de capacité. Je les ai glissés sur la table un par un. Il ne les a pas ramassés. Il a juste fixé. Je les regardais alors pas en colère, pas effrayé, juste clair. J'ai dit que j'avais pris des décisions pour moi-même. Légal. Responsable. J'ai dit que je savais exactement ce que je faisais, et que prétendre autrement ne changerait pas cela. Il n'a pas répondu. Sa mâchoire a bougé une fois. Ses yeux ont scanné les documents encore, puis dérivé vers le couloir. Je me demandais s'il cherchait des signes preuves que j'avais quelqu'un d'autre ici, ou que je bluffais. Puis j'ai dit quelque chose de simple. J'ai dit, tout silence n'est pas une faiblesse. Il est resté immobile un moment de plus. Puis il a rassemblé les papiers, les a replacés sur la table sans les plier, et a marché vers la porte. Il ne l'a pas claqué. Il n'a plus parlé. Il est parti comme il était venu. Après que le son du moteur se soit estompé, je suis retourné à la table. J'ai ramassé l'enregistreur caché sous le porte-serviette et arrêté l'enregistrement. Le nom du fichier était déjà dans ma tête. Confrontation silencieuse. Clarté complète. Cette nuit-là, je n'ai pas rêvé de l'enfance de Marcus ou de la voix d'Henri ou de phrases juridiques résonnant dans les couloirs du tribunal. J'ai rêvé d'une pièce remplie d'ordres boîtes étiquetées, registres propres, une fenêtre ouverte sur l'air vif. Pour la première fois des années, ces décisions m'appartiennent à moi seul. Et c'était suffisant. Le silence qui s'était enroulé autour de la maison pendant des semaines a commencé à changer non pas avec du bruit, mais avec de la présence. Elena, la fille de Caroline, est arrivée juste après midi un dimanche lumineux. Elle avait un sac en toile, un sac d'ordinateur portable, et une façon aisée de se déplacer dans le couloir comme s'il lui avait toujours appartenu. Elle n'était pas bruyante. Elle ne posait pas trop de questions. Elle s'est installée dans la petite chambre d'invité avec une confiance silencieuse, branchant son disque dur externe, organisant ses manuels, empilant des cahiers à côté de la table de chevet. Elena étudiait les sciences de l'information, et elle parlait déjà avec cette cadence calme et délibérée qui me rappelait mes années à l'université. Vers le soir, la maison semblait différente. Elle a offert de faire du thé et s'est tenue dans ma cuisine comme si c'était la sienne. Elle fredonnait en attendant la bouilloire, rien de dramatique, juste la mélodie d'une chanson folklorique que je n'avais pas entendue depuis des décennies. Le parfum de la camomille dérivait dans le couloir. Cette nuit-là, je l'ai entendu taper depuis le bout du couloir. Pas vite, pas frénétique, stable. Le son me rappelait la vieille machine à écrire d'Henri, celle qu'il gardait au sous-sol longtemps après que les ordinateurs aient pris le dessus. Il y avait quelque chose d'ancrant à ce sujet. Au cours des jours suivants, Elena est devenue partie du rythme. Elle sortait le recyclage sans qu'on le lui demande. Elle imprimait des étiquettes pour certains de mes vieux albums photos. Elle demandait si elle pouvait numériser les cahiers que j'avais utilisés pendant mes années à la bibliothèque. Elle traitait tout avec soin, et elle n'essayait jamais d'impressionner. Elle faisait simplement le travail. Je lui ai remis le dossier juridique le 3e jour, pas les originaux, mais des copies propres de tout. L'affidavit médical, la procuration, le testament révisé, et les transcriptions audio.
Elle les a stockés sur un disque crypté, ajouté des protocoles de sauvegarde, et les a téléchargés dans un nuage sécurisé de niveau universitaire. Marcus a appelé cette nuit-là. J'ai vu son nom sur l'écran, mais j'ai laissé sonner. Pas de message. Plus tard, Elena s'est assise à la table de salle à manger avec son ordinateur portable et a demandé si je voulais étiqueter les boîtes dans le garage ensemble le lendemain matin. J'ai dit oui. Cela semblait dire oui à quelque chose de plus grand que du carton et du ruban adhésif. Cela semblait dire oui au mouvement, à la vie au-delà de la défense. Les pièces ne résonnaient plus quand je marchais à travers. La cuisine avait encore des empreintes digitales. Les planchers avaient besoin d'être balayés plus souvent, et j'aimais cela. J'ai écrit dans mon journal cette nuit-là, juste une seule phrase. La maison n'est plus silencieuse, et moi non plus. L'air du matin avait changé. Les arbres dehors de la fenêtre bruissaient avec une confiance silencieuse, comme s'ils savaient que quelque chose était fini et que quelque chose d'autre avait commencé. Je me suis assise à mon bureau avec mon journal ouvert, le même dans lequel j'écrivais depuis qu'Henri était décédé. Les pages étaient devenues plus épaisses, non seulement avec des mots, mais avec de la clarté. J'ai pensé à quel point j'étais venue non pas en kilomètres, non pas en accomplissements qui pouvaient être comptés, mais dans la marche lente et délibérée de retour vers moi-même. Il n'y avait eu aucun cri, aucun claquement final de porte, juste le rassemblement de petites décisions, empilées comme des pierres sur un chemin que j'avais sculpté seul. Je me suis tournée vers la dernière page. L'encre bougeait régulièrement alors que j'écrivais. Laisse-les parler en premier, puis regarde-les tomber silencieux. J'ai fermé le journal, l'ai placé dans le tiroir à côté de la lettre d'Henri, et glissé la clé dans la poche de mon cardigan. La cuisine était chaude. Elena était partie tôt pour le campus, mais sa tasse de thé était encore près de l'évier, la vapeur partie, mais le souvenir là. J'ai marché dans la maison. Mes mains ont effleuré les murs. Les photos étaient remises en place. Le tapis près de la porte d'entrée avait un pli où son sac à dos avait été laissé tomber trop de fois. La lampe dans le couloir a clignoté une fois, puis s'est installée dans sa lueur. Dehors, le vent poussait contre le verre doucement. Je me suis tenue à la fenêtre et regardé les feuilles se retourner hors d'un côté, vers Fanon de l'autre. Il n'y avait pas d'annonce, pas d'audience. Mais je savais que quelque chose s'était terminé. Pas mon histoire, juste la partie où j'attendais que quelqu'un d'autre décide comment elle devrait se dérouler. Et c'était suffisant. Si cette histoire vous a marqué, c'est peut-être parce que quelque part au fond, vous avez ressenti ce silence aussi. Le genre qui n'est pas de la faiblesse, mais de la survie. Si vous avez déjà été négligé, rejeté, ou amené à douter de votre propre voix, j'espère que ceci vous a rappelé que la dignité n'a pas besoin de permission. Vous n'êtes pas seul dans votre force silencieuse, et vous ne l'avez jamais été. Si ceci vous a ému, j'aimerais que vous partagiez vos pensées, ou simplement portiez cette histoire avec vous un peu plus longtemps. Parfois, la chose la plus puissante que nous puissions faire est de refuser de disparaître, une décision à la fois, un document à la fois, un moment de clarté à la fois. Le silence n'est pas vide quand il est rempli de votre propre voix, finalement entendue.